Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour cette émission enregistrée le 30 juin 2016. C'est aujourd'hui le dernier numéro de la saison pour notre série Rencontre. Voici venu le temps des vacances pour les élèves et les enseignants, une nouvelle année scolaire s'achève. Et justement, c'est un professeur d'histoire que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Jean-Paul Fima. Bonjour Jean Corcos, merci de m'inviter. Alors Jean-Paul Fima, vous êtes professeur agrégé d'histoire-géographie dans un lycée de la région parisienne, spécialisé en histoire des religions. Vous avez fait une maîtrise à la Sorbonne en 1987. Vous avez aussi soutenu en 2002 un DEA sur l'enseignement de l'histoire en Russie post-soviétique. Je vous ai découvert car nous sommes des, entre guillemets, collègues blogueurs sur l'édition française du Times of Israel. Et j'ai été frappé par l'érudition et l'originalité de vos publications. Dans plusieurs articles, vous avez parlé de ce qui vous passionne en priorité, l'enseignement de l'histoire. C'est pour moi aussi une passion, mais également une inquiétude partagée. Lycéens refusant d'écouter certains cours, autorité des professeurs souvent remise en question, c'est une situation déjà ancienne et décrite dans le livre « Les territoires perdus de la République ». Mais personne ne voulait à l'époque l'entendre. Depuis, nous avons vécu des incidents dans certains établissements scolaires suite aux attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. L'éducation nationale s'est émue du succès des théories du complot chez beaucoup de jeunes. Bref, les choses ne semblent pas s'arranger et c'est pourquoi je suis vraiment heureux de partager avec vous, amis auditeurs, un témoignage de terrain. Alors, première série de questions, Jean-Paul Fima, pouvez-vous d'abord nous dire où vous avez enseigné au cours de votre carrière professionnelle et dans quelle classe ? Alors j'enseigne depuis 26 ans, depuis septembre 1990. J'ai toujours enseigné en région parisienne. Dans les premières années de ma carrière au collège et ensuite le reste jusqu'à aujourd'hui au lycée, et en particulier dans un lycée dans le Nord 92, le lycée Newton-Andrea à Clichy-la-Garenne. Voilà, et j'ai demandé une mutation l'an dernier que j'ai obtenue dans un autre établissement, dans le 92 Sud cette fois-ci. Alors, d'une manière générale, quelles étaient les difficultés que vous avez pu rencontrer ? Est-ce que c'était à l'occasion de cours bien précis ? Ou alors, est-ce que c'était plutôt un refus de certains élèves à s'intéresser à l'ensemble des programmes proposés parce que l'histoire et la géographie est considérée par beaucoup comme des matières secondaires ? Alors ces difficultés, c'est vrai qu'elles ont été particulièrement grandes dans l'année scolaire 2014-2015. Elles sont liées d'abord à un dysfonctionnement général, à un ensemble de dysfonctionnement général qui était lié à la gestion de l'établissement. Et elles sont liées aussi à un incident tout particulier qui est intervenu en début d'année scolaire et qui a eu des conséquences tout au long de l'année qui a suivi. Alors, dans une publication faite dans Tribune Juive qui remonte déjà à novembre 2013, vous vous inquiétiez à l'époque des orientations données par le ministère de l'Éducation nationale. Je vous cite, une refonte des programmes scolaires a recentré l'histoire sur des problématiques telles que l'esclavage, la traite négrière, les mouvements de population. La France est invitée à assumer la dimension arabo-orientale de son identité et à sortir de son attitude post-coloniale. Est-ce que c'est toujours d'actualité dans les programmes d'histoire aujourd'hui ? Oui, c'est toujours d'actualité. C'est un programme qui date de 2010-2013. Je voudrais simplement, avant de répondre précisément à votre question, rappeler une chose à propos du cours d'histoire, tel que, a priori, on devrait encore le concevoir, et qui peut se résumer à 3 choses. Raconter, expliquer et transmettre. Le prof est encore un narrateur, il explique, il transpose dans une époque, il explique évidemment dans une démonstration à l'appui d'une analyse sur document, et il transmet parce qu'il se pose la question du rôle et de la place du passé pour nous aujourd'hui dans le présent. Donc le tout fait qu'on se préoccupe dans le cours d'histoire malgré tout du sens de l'histoire. Tout à fait. Et ça c'est important parce que c'est le sens du questionnement, du débat, de la problématique, de la mise en perspective. Donc aujourd'hui, il me semble que l'enseignement d'histoire, en pratique, c'est-à-dire sur le terrain, se borne non pas à poser des questions, mais à apporter systématiquement des réponses. Des réponses à des élèves qui sont de plus en plus en recherche d'identité. L'article que vous évoquez est une illustration de cela, me semble-t-il. Alors c'est un article qui s'appelle « D'Auschwitz à Gaza, les raccourcis de l'histoire », qui a été publié
décembre 2013 sur Tribune Juive, et qui effectivement évoque un rapport, le rapport sur l'intégration, qui a été proposé, qui a été remis à Matignon en décembre 2013. Donc ce que vous citez, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le rapport lui-même qui le dit. Hein. Et on y dit par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le mot intégration, qui est l'objet même du rapport, est jugé politiquement incorrect. On parle de laïcité inclusive, c'est-à-dire arrangeante avec la loi. On parle d'un enseignement qui serait auparavant élitiste, orthodoxe, discriminatoire, et on propose un éclairage solidaire et sans tabou d'un monde contemporain, multiculturel et pluriel. Donc en résumé, l'école telle qu'elle est conçue dans ce rapport et dans le programme qu'il a anticipé puis suivi, doit s'adapter à son public, et ce n'est pas au public de s'adapter à l'école. C'est fondamental, ce que vous venez de dire, vous avez pratiquement tout résumé, parce que ce public, j'imagine, il était quand même particulier à Clichy-la-Garenne. C'est la population, le pourcentage d'élèves d'origine immigrée doit être assez important. Oui, particulier à Clichy-la-Garenne, particulier à de nombreux endroits aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas particulariser. Je crois qu'au contraire, il faut voir les choses d'une manière très très générale. Hein. Alors, Jean-Paul Fima, quelles sont aujourd'hui les places respectives accordées à la Shoah et au conflit israélo-palestinien en termes d'heures prévues pour en parler en cours d'histoire ? Alors, dans les cours d'histoire au lycée, l'année scolaire est subdivisée de 3 à 5 thèmes. Chacun de ces thèmes constitue à peu près un potentiel d'heures proposé par le ministère de 10 à 15 heures de cours. Pour la Shoah, elle est traitée essentiellement en classe de première, dans le thème 2 intitulé « La guerre au XXe siècle », auquel on consacre 16-17 heures. Donc il s'agit quand même d'une section fleuve, on l'a bien compris, qui doit traiter à la fois la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide et les conflictualités actuelles. Tout à fait. La Shoah est traitée dans le cours sur la Seconde Guerre mondiale, qui est donc réduit dans ce temps horaire, dans ce taux horaire à 2 ou 3 heures. Et la Shoah, globalement, aujourd'hui, on prévoit pas plus d'une heure et demie pour la traiter le mieux possible, mais pas davantage. Et le conflit israélo-palestinien, on prévoit combien d'heures ? Alors le conflit israélo-palestinien, lui, c'est autre chose, parce que il correspond cette fois-ci en terminale à un potentiel d'heures qui est différent, qui est à peu près de 10 heures, puisqu'il correspond, lui, à un thème qui s'appelle puissance et tension dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours. Donc on reprend une partie de ce qui a été vu en première, mais avec une approche plus géopolitique. Donc ça veut dire que globalement, on a donc pour le conflit israélo-palestinien, qui se situe dans ce contexte de Proche et Moyen-Orient, à peu près une dizaine d'heures que l'on peut développer beaucoup plus. Tout à fait. Alors, on arrive à la fin de cette première partie d'émission. Il nous reste 2-3 minutes. Bon, à propos des incidents dans certains quartiers dits sensibles, lorsque la Shoah est abordée, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment ça se passe ? Est-ce que c'est un ou plusieurs élèves qui organisent un chahut, tandis que la majorité se tait ? Alors ces incidents, si vous voulez, je vais vous parler des incidents dont j'étais moi-même la cible et l'objet. Ce sont des attaques ad hominem, c'est-à-dire des attaques qui étaient clairement antisémites. Puisque, par exemple, je vais vous donner des exemples concrets, j'ai entendu dans les couloirs dire, par exemple, tiens, c'est lui Fima, il a bien une tête de juif. Dans ma classe, comme les élèves savaient que j'ai un blog sur l'histoire juive et que je publie des articles, on m'a dit, vous savez, on lit vos articles, donc on surveille ce que vous écrivez. Ou bien encore, une collègue m'a dit qu'étant soupçonnée elle-même d'être juive, on lui avait dit en fin de classe, en fin de cours, Madame, si vous êtes juive, on va vous faire la misère. Est-ce que vous avez l'impression que c'était quelque chose d'organisé par des perturbateurs en bande, en quelque sorte, ou alors est-ce que c'est des cancres qui organisaient des chahuts ? Non, je crois pas. Moi, je n'emploie pas le mot de cancre. Non, il n'y a pas d'organisation. C'est une espèce de mouvement spontané qui se fait et qui se fait de manière décomplexée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas. C'est très 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 dangereux effectivement et ça interpelle beaucoup. Ça se fait dans une espèce de spontanéité qui pose question en effet. Tout à fait. Et enfin, toute dernière question.
En fait, le discours de contestation, est-ce que c'est relativiser le génocide des Juifs en disant « Ah, regardez les Palestiniens, etc. » ou est-ce que c'est du négationnisme pur et simple ? Non, je crois que la relativisation, elle vient du fait qu'aujourd'hui les élèves ne se posent pas la question de la Shoah dans le sens le pourquoi des faits, mais le pourquoi des Juifs. C'est-à-dire, on me demande souvent « Mais monsieur, pourquoi toujours les Juifs ? Pourquoi toujours eux ? Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquerait qu'on ne les aime pas. Et donc, est-ce que finalement, et je l'ai entendu dire, cette question, on me l'a posée, monsieur, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait exprès ? Ça fait peur. Ça fait très peur. Ça fait très très peur. Vous avez écrit donc dans un article que la Shoah est désormais banalisée, désingularisée, désacralisée. Tombée de son piédestal, elle a perdu peu à peu sa position de référentiel historique majeur. Si vous voulez, moi, ce que je vois, c'est ce que me donne ma veille des réseaux sociaux, Facebook en particulier, et on voit un peu le piège, c'est-à-dire que la Shoah est présentée comme un massacre parmi d'autres qu'a connu l'humanité. On dit des Juifs qu'ils pratiquent, entre guillemets, la pleurniche, qu'ils exploitent ce passé douloureux. Bon, vous le disiez tout de suite, pourquoi les Juifs ? Pourquoi est-ce qu'eux, ils en parlent, etc. Est-ce que finalement toute l'approche pédagogique n'a pas été biaisée sur ce sujet difficile depuis le début ? Alors, en fait, la Shoah fait les frais d'une polémique déjà ancienne à propos des distinctions entre histoire et mémoire. Et Dominique Borne, qui était l'ancien inspecteur général qui est à l'origine du programme, a voulu historiser l'événement en le retirant de son aspect affectif, émotionnel et même confessionnel, puisqu'il trouvait que le mot Shoah était trop hébreu, donc trop étranger. Donc on a cherché plutôt à généraliser la Shoah en termes de génocide et de le dépouiller de sa spécificité. Alors, ce débat, il est ancien, il a été relayé par un certain nombre de philosophes, comme des gens comme Paul Ricoeur ou Dietan Todorov, qui parlent des abus de la mémoire. Et qui disent finalement, Dietan Todorov, je le cite, il y a trop de Shoah et en quelque sorte, trop de Shoah tue la Shoah. Et l'événement, même dans sa plus odieuse spécificité, doit revenir à une sorte d'analyse rationnelle. Et c'est vrai qu'il considère qu'il peut avoir une sorte de revendication victimaire. Et puis Henri Rousseau, récemment dans Libération, en avril dernier, nous disait que la surenchère commémorative, finalement, n'a pas empêché le retour de l'antisémitisme, c'est une forme d'impuissance ou un aveu d'impuissance. Mais si on écoute Yankelevitch qui nous parle encore, malgré le temps, il nous disait, pas du tout, faire de l'histoire, c'est enseigner la mémoire, mais pas enseigner la mémoire pour elle-même, enseigner la mémoire contre l'oubli, c'est-à-dire contre toutes les formes d'antisémitisme d'hier, mais aussi à venir. Et c'est ça qui compte, c'est-à-dire, il y a toujours un antisémitisme, c'est-à-dire une haine de l'autre qui menace. Et lutter contre l'oubli, c'est précisément rester éveillé face à la menace. Alors, vous avez dit le mot antisémitisme, c'est-à-dire c'est parce que finalement il y a cet antisémitisme qu'il y a cette contestation de l'enseignement de la Shoah. Est-ce que pour les élèves nés dans des familles musulmanes que vous avez pu connaître et par rapport auxquelles il y a eu ces blocages, comment vous l'avez expliqué ? Est-ce que c'était une volonté d'exporter ce qu'ils entendaient à la maison ? Est-ce que c'était simplement une provocation ? Ou est-ce que ça représentait tout simplement une acculturation ? Ils ne connaissent pas ces sujets. Alors en fait, il y a une vraie propagande anti-juive qui se fait dans la presse et la télévision des pays arabes et musulmans. Cette propagande, elle vient dans les bouquets satellites qui sont reçus dans les maisons des familles françaises et d'origine musulmane ou arabe dans les banlieues. On peut voir dans les sites internet comme le MEMRI, l'Institut des médias du Proche-Orient, ou l'ADL, absolument excellent, en français et en anglais, et l'ADL, c'est-à-dire l'Anti-Defamation League, qui s'intéresse particulièrement au complotisme sur la toile, on se rend compte que finalement la haine est pensée, elle est écrite, elle est planifiée, elle est organisée dans ces télévisions et médias arabes qui sont reçus en bouquets satellites dans les maisons des banlieues françaises. Alors dans un autre article, toujours publié sur le Times of Israel, donc c'était le 12 février 2015, et on était donc juste au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, vous avez publié des extraits de la très belle intervention du Premier ministre Manuel Valls devant l'Assemblée nationale. On n'a pas le temps de citer tous vos extraits, mais je retiens quand même une chose, quand il a dit « La République n'est pas possible sans l'école n'est pas possible sans la République, et on a laissé passer trop de choses dans l'école ». Comment expliquez-vous ce laisser-faire dans les écoles ?
Écoutez, au-delà des mots et des beaux discours, il faut surtout comprendre quelle est la politique éducative aujourd'hui. Et cette politique, concrètement, elle se réalise par exemple par la nouvelle réforme du collège qui a lieu à la rentrée prochaine et qui introduit progressivement ce qu'on appelle des EPI, c'est-à-dire des enseignements pratiques interdisciplinaires. On peut voir ça dans le bulletin officiel numéro 11 du 26 novembre 2015. Et là, je trouve que malgré les beaux discours, finalement, on est quand même dans des programmes qui enfonce le clou plutôt que redresse la barre. Ah bon. Puisque, complètement. Par exemple, on a un programme qui finalement se soucie de moins en moins de la maîtrise des savoirs et des compétences, qui parle de plus en plus de l'épanouissement des élèves, qui doivent se rencontrer, collaborer, coopérer, élaborer des projets, interroger le monde. Bref, on a l'impression que l'apprentissage est de plus en plus réduit à sa plus simple expression au profit d'un enseignement un peu récréatif. Donc cette école de cette nouvelle réforme va en droite ligne des réformes scolaires précédentes, qui me semble fait de l'école un lieu où on se préoccupe de moins en moins des savoirs et de plus en plus des savoir-faire. D'où la perte de prestige des enseignants et peut-être la relativisation de ce qu'ils racontent. Non, ce n'est pas la perte de prestige des enseignants, c'est surtout la mainmise d'une sorte de confrérie d'experts qui, dans par exemple le CSP, le Conseil supérieur des programmes, prennent le devant et finalement se dissocient en réalité à la fois des attentes et des demandes des enseignants. D'accord. Et je voudrais parler là-dessus justement à propos de ces experts. Il y a un très bon livre d'Alain Deneau, qui est un philosophe québécois mais qui a fait ses études en France, qui s'appelle La médiocratie, et qui nous dit justement que nous sommes aujourd'hui entrés dans une société des experts qui se préoccupe d'abord d'une visée utilitariste des compétences, quels que soient les domaines. Alors, Jean-Paul Finat, j'aimerais que l'on évoque le succès des théories du complot en milieu scolaire. Peut-être les gens se souviennent que la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, avait évoqué le pourcentage de 20% des élèves qui seraient atteints. Est-ce que ce chiffre vous semble possible? Un élève sur 5 qui croit aux théories du complot? Alors, je ne peux pas vous dire au niveau du chiffre. Je n'ai aucune idée du chiffre, vraiment pas. D'accord. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a recommandé aux enseignants de se mobiliser là-dessus. Est-ce que vous avez participé à une action? L'action, elle a été mise en place par le ministère lui-même, avec d'abord l'introduction d'un enseignement moral et civique et d'un certain nombre de ressources d'accompagnement et de pistes, à la fois de recherche et de travail pour les enseignants, qui montrent un vrai travail, une vraie mobilisation de l'État à ce propos. D'accord. Alors là, on peut tirer donc son chapeau à l'État. Tout à fait. Et pourtant, donc le 22 juin dernier, dans Libération, c'est tout récent, un collectif d'enseignants dit qu'il refuse de travailler en ce sens. Je crois que vous avez lu cet article. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense pas du bien. Je n'en pense pas du bien du tout, parce que d'abord dans ce collectif qui est composé de 3 profs, donc professionnels du terrain, et de 9 universitaires qui sont donc les experts dont je parlais à l'instant. Donc déjà, on n'est pas du tout dans une vision qui est celle du terrain, mais plutôt une vision idéologique. La preuve. On nous dit par exemple que revenir à un travail qui serait de fond une lutte réelle contre le complotisme, ce serait revenir à une fermeté, nous dit-on, précipitée, irréfléchie, mauvaise conseillère, qui provoquerait crispation, suspicion et conflit. Bref, on irait dans le sens contraire de ce que l'on veut constamment faire à l'école, c'est-à-dire le vivre ensemble et la paix sociale, coûte que coûte. Et puis, on nous dit aussi d'autre part que ce serait cette lutte quand même organisé contre le complotisme, une sorte de retour à la dictature de l'ethnocentrisme. Je n'invente rien, c'est employé dans le... C'est épouvantable de le dire et de le penser. Absolument. C'est-à-dire dénoncer des théories fumeuses et surtout qui sont très souvent antisémites, parce qu'il faut dire ce qu'il y en est, ce serait de l'ethnocentrisme, et je crois que vous avez parfaitement répondu. Alors, Jean-Paul Finat, on arrive doucement à la conclusion de cette émission. Je crois que vous vouliez dire vous-même quelques mots de conclusion, et puis moi je prendrai la parole pour m'adresser à nos auditeurs très vite. Oui, la question que vous posiez au début de cet entretien, c'était est-ce que l'on peut encore enseigner l'histoire? Bien sûr, évidemment, mais on peut le faire à condition d'avoir le courage de revenir sur un certain nombre de nos illusions. À condition aussi de ne pas s'acharner jusqu'à l'usure à enseigner une histoire qui n'a plus de sens. Et surtout à condition de ne pas donner prétexte à l'étude du passé pour légitimer une forme d'aveuglement ou de laxisme.
C'est clair. J'espère que d'autres que d'autres enseignants d'histoire ont, je dirais, la même à la fois lucidité et probité que vous-même. Voilà, eh bien écoutez, amis auditeurs, c'était une émission originale que je vous ai proposée aujourd'hui parce que c'était pas donc un écrivain ou un journaliste, une personnalité, mais quelqu'un, encore une fois, de terrain, qui nous a vraiment fait partager ce qu'il avait vécu donc dans les lycées. Moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que cette émission, comme je le disais en introduction, est la dernière de la saison. Et donc, le moment est venu pour moi de vous s'adresser mes vœux pour des bonnes vacances, vous donner rendez-vous à la rentrée, et pour ceux qui malheureusement ne pourront pas partir, eh bien vous allez avoir un certain nombre de rediffusions de cette série Rencontres. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et je voudrais vous en remercier à nouveau. Merci Jean-Paul Fima. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci amis auditeurs. Et donc rendez-vous à la rentrée. Bonnes vacances. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.